occidentale. Donc tout cela n'augure rien de bon pour l'avenir à moyen terme, dans les 30 ans, d'une région qui est déjà très mouvementée, avec la guerre en Libye, avec une situation institutionnelle très instable en Tunisie. Maintenant, l'Algérie et le Maroc qui rompent leurs relations diplomatiques, même si les tensions préexistaient à cette décision. Kader Donc, Abderrahim, alors l'Algérie accuse le Maroc d'être impliqué dans les incendies qui ont ravagé le nord du pays, qui ont fait plus de 90 morts. Rabat a nié toute responsabilité. Alors, des feux de forêt ont ravagé de nombreux pays cet été, on en a entendu parler, dont la Grèce, la Turquie. Pourquoi est-ce que les autorités algériennes y voient la main de Rabat concernant ceux qui ont eu lieu sur le territoire algérien? Est-ce que ces accusations sont crédibles? Écoutez, j'ai presque envie de vous dire que c'est pas à moi qu'il faudrait poser la question, mais plutôt au ministre des Affaires étrangères ou au président de la République ou aux deux, mais d'une manière générale aux responsables politiques qui ont tenu ces propos, parce que jusqu'à présent, ils ont porté des accusations, mais ils n'ont jamais apporté le moindre début d'éléments concrets ou de preuves pour étayer leurs arguties. Donc voilà, je suis bien en peine de vous répondre, et je crois que c'est plutôt une stratégie du sauve qui peut, qui permet de masquer les incompétences du régime algérien. Il faut quand même rappeler que tout l'été, les tensions n'ont fait que s'accroître, et que nous avons aujourd'hui en Algérie une population qui se trouve vraiment au bord de l'explosion après la pandémie de Covid, après les coupures d'eau dans une situation de canicule, après les incendies de forêt, au cours desquels incendies, on découvre que l'Algérie n'a même pas acheté un Canadair. Donc il y a un problème de prévision et de gestion administrative simplement. Donc il y a un problème de compétences, et pour tenter de détourner l'attention de la population algérienne, on jette des accusations à l'égard de ses voisins et à l'égard du Maroc, parce que c'est c'est un coupable pratique, commode. Alors la question du Sahara occidental ne cesse d'envenimer les relations entre Alger et Rabat. Quelles conséquences peuvent avoir la rupture des relations diplomatiques dans la zone? Est-ce que la guerre des mots peut laisser place à une autre forme d'escalade militaire, par exemple? C'est ce que je voulais dire, mais là vous le dites de manière beaucoup plus crue que moi. Vous avez raison, mais je ne crois pas du tout à l'hypothèse d'un conflit armé, d'un conflit ouvert. Je crois que personne n'y a intérêt, ni l'Algérie, ni le Maroc, et certainement pas les partenaires des deux pays du Maghreb. Puis en Méditerranée aujourd'hui, il y a déjà suffisamment de tensions. Rappelons que tout cela s'inscrit dans un contexte, je le redis, de recomposition géopolitique qui est née après la guerre déclenchée par la France et la Grande-Bretagne en Libye, et qu'aujourd'hui, probablement, l'Algérie tente de revenir au devant de la scène sur le plan sécuritaire. On parle beaucoup moins du Sahara aujourd'hui que de la situation sécuritaire au Sahel, dans laquelle l'Algérie, puisque la réforme de la Constitution du 1er novembre 2020 le permet, au cours de laquelle, donc, au Sahel, dans lequel l'Algérie pourrait déployer des troupes et contribuer à un retour à la stabilité, puisque la France a annoncé qu'elle retirerait ces éléments militaires de Barkhane au début de 2022. Qu'est-ce qui pourrait aujourd'hui arranger la situation entre le Maroc et l'Algérie? Comment est-ce que vous voyez la suite des événements? Est-ce qu'il faudra peut-être passer par un médiateur? Et si oui, lequel? L'ONU, l'Union africaine, les États-Unis, la France? Non, je vois pas. Ça existe déjà, malheureusement, hein. Il y a déjà des tentatives de médiation nombreuses de la part de l'Union africaine, de l'ONU, évidemment, sur la question du Sahara, mais on voit à quel point le dossier est aujourd'hui, sans faire un mauvais jeu de mots, ensablé, embourbé, et par conséquent, il faut revenir à quelque chose d'assez élémentaire que nous pratiquons tous
tous les jours et qui s'appelle le dialogue. Donc un dialogue direct, un dialogue franc sur les dossiers en souffrance, et ils se sont accumulés depuis 50 ans entre les deux pays, mais également sur la question du Sahara, dont il me semble qu'elle doit faire partie de ce dialogue, mais le dossier du Sahara doit venir à la fin de la liste des discussions, puisque si on entre dans un processus vertueux de dialogue, alors on peut parler de tout et réglons les problèmes au fur et à mesure, ceux qui sont les moins difficiles ou les moins émotionnels, et on garde la question du Sahara pour la fin, et cela paraîtra comme une évidence dans la mesure où chacun aura fait un pas vers l'autre et que diplomatiquement, on aura retrouvé la confiance. Mais s'il n'y a pas un dialogue direct, je ne vois pas comment les deux pays pourraient avancer d'un commun accord vers l'avenir, parce que je crois, et c'est ma conviction depuis fort longtemps, qu'en dehors de l'intégration régionale, au moment où nous vivons tous dans la mondialisation, c'est-à-dire que les États sont interdépendants, alors le Maghreb se divise et donc ça obère les perspectives de développement dans cette région du monde. Kader Abderrahim, merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes maître de conférences à Sciences Po, directeur de recherche à l'IPSE et auteur de l'ouvrage Géopolitique de l'Algérie, publié aux éditions Bibliomonde.